Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 16 avril. Le classement a été dévoilé, il fait plutôt bon vivre dans les Yvelines. 25 cités font partie des 500 villes et 12 communes des 500 villages où il est agréable d'habiter. Réaction des maires de Montigny-le-Bretonneux et Versailles. Également, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas reporté les élections régionales et départementales, mais seulement décalé d'une semaine? Réponse avec notre invité Jean-Pierre Camby, professeur en droit constitutionnel, associé à l'université Versailles-Saint-Quentin, car c'est bien une question de droit. Enfin, comme chaque semaine et même confinée, Célia Gatsongo vous proposera ses idées sorties et loisirs. Fait-il bon vivre dans les villes et villages de France? C'est la question que pose le palmarès de villes et villages pour la seconde année consécutive. L'association juge les 34 837 communes françaises. Dimanche dernier, le journal du dimanche a publié les résultats. Parmi les 500 villes, 25 cités yvelinoises et saint-quentinoises. On fait le point avec Mélanie Poquet, Bichente Mérien Santisteban, Nicolas Dandry et Astrid Bergère. Moi, je suis dans le village, alors c'est très sympa. Hein. C'est des immeubles tranquilles. Il y a toujours des trucs à faire. Il y a quand même le calme de la campagne, mais aussi l'agitation de la ville. Le côté nature, résidentiel, avec beaucoup d'espaces verts. Les Igny-Montins aiment leur commune, qu'ils soient habitants ou commerçants, ce qui explique peut-être la 219e place au classement de l'association Villes et Villages. Ça nous conforte par rapport aux choix politiques qui sont menés depuis très longtemps à Montigny, puisque on voit que ceux-ci sont régulièrement mis en avant sur nos choix en aménagement des différents quartiers, le fait d'avoir des bâtiments à taille humaine, d'avoir de la mixité fonctionnelle, sociale dans chacun des quartiers, d'avoir une grande place aux espaces verts, le fait de faire aussi de gros efforts en matière de sécurité. 4 communes saint-quentinoises sont présentes dans ce classement. Trappes est la première avec le 191e rang. 25 villes yvelinoises sont distinguées. La première, Versailles, se classe 49e. On n'a pas le lac d'Annecy, on n'a pas les montagnes à côté, c'est vrai. On a le château, on a un parc extraordinaire, c'est déjà un atout. Je pense que ce qui jouait pour nous, c'était la qualité de l'enseignement qui est très connue sur Versailles. Je pense aussi que c'est une ville relativement sûre. Santé, éducation ou encore solidarité, 183 critères ont permis de classer les 34 000 communes françaises. Les Logeant-Josas sont cette année à la 9e place dans le palmarès des villes de moins de 2000 habitants. L'autre actualité cette semaine, c'est le report des élections départementales et régionales. Pour parler de ce sujet, nous accueillons en visioconférence avec nous Jean-Pierre Camby. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous êtes donc professeur en droit constitutionnel associé à l'université Versailles-Saint-Quentin à Paris-Saclay. Tout d'abord, les élections devaient se tenir les 13 et 20 juin prochains. Le gouvernement a choisi de maintenir au mois de juin, après un vote consultatif des maires, des députés, mais également des sénateurs, mais de les décaler d'une semaine, les 20 et 27 juin prochains. Alors, si les élus ont été consultés, nous avons également posé la question aux Yvelinois. Vous voyez le sondage qui va s'afficher sur votre écran. À la question « Êtes-vous pour ou contre ce report des élections ?» Les Yvelinois ont répondu pour à 53% et contre à 47%. Un résultat plutôt équilibré donc. Jean-Pierre Camby, pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas plus décalé ces élections plutôt que... pourquoi une semaine seulement finalement ? Il faut signaler qu'il y a eu un premier report entériné par une loi, car c'est la loi qui doit décider du report éventuel d'une échéance électorale. Et en l'espèce, le gouvernement a choisi de respecter la loi qui a été votée le 22 février dernier. Pour qu'un nouveau report soit justifié, il faudrait un motif impérieux d'intérêt général qui, ici, ne se trouve pas vraiment, puisque il faudrait miser sur une nouvelle dégradation de la situation sanitaire, ce qui, actuellement, heureusement, n'est pas envisageable. Par conséquent, c'est un décret qui fixe la date
concrète des élections. Le gouvernement a simplement choisi de décaler d'une semaine par rapport à ce qu'il avait annoncé. Alors, la situation sanitaire, il faudrait qu'elle se dégrade c'est ce que vous dites, pour que les élections soient vraiment reportées, on va dire, de plusieurs mois. Quelles sont les autres circonstances qui obligeraient un report de ce vote ? Il faudrait des circonstances exceptionnelles. Le principe de la démocratie, c'est que les électeurs sont appelés à voter à échéance régulière et qu'on ne peut troubler ces échéances régulières, une fois encore, que pour un motif suffisamment grave, des circonstances exceptionnelles. Il faudrait par exemple qu'à la date prévue, un nouveau confinement général et absolu soit décidé. C'est pour ça, vous pensez que le gouvernement maintient cette date du 3 mai pour le déconfinement par étapes ? Le gouvernement ne peut pas faire autrement que de tenir compte de son calendrier général pour fixer le calendrier des élections. On peut ajouter à cela que la loi prévoit l'avis d'un comité de scientifiques et que l'avis de ce comité de scientifiques a été que les élections pouvaient se tenir sous certaines conditions sanitaires. Donc pour l'instant, les conditions sont remplies. Justement, quelles organisations pour ces futures élections ? Est-ce que le vote à distance, comme aux États-Unis, on en a beaucoup entendu parler avec les présidentielles américaines, devrait être privilégié ? Quelle organisation, selon vous, pour ces élections ? Pour privilégier un vote à distance, il faudrait d'une part des modifications législatives et d'autre part un délai technique suffisant. Ces conditions ne sont pas respectées. Il faut ajouter qu'en France, on vote à l'urne et que le gouvernement a tout fait pour faciliter l'expression du vote par procuration, notamment en prévoyant 2 procurations possibles, ce qui n'était pas le cas avant 2020, et également en prévoyant que l'on peut dématérialiser l'envoi des procurations. Tout est fait pour que les citoyens puissent participer à cette échéance, y compris sur l'organisation des bureaux de vote. Justement, sur cette organisation des bureaux de vote, le gouvernement envisage de vacciner l'ensemble des assesseurs, des personnels qui tiendront ces bureaux de vote. C'est faisable, selon vous, justement, à l'échéance du 20 juin prochain ? C'est ce que le comité des scientifiques a demandé. Ce n'est sans doute pas faisable. Le gouvernement a quand même aménagé les bureaux de vote de manière à ce qu'il n'y ait, par exemple, qu'un président pour les 2 bureaux, régional et départemental. Et la même chose au niveau des secrétaires des bureaux, un seul secrétaire pour les 2 scrutins. C'est déjà beaucoup. Il est souhaitable que le maximum de personnes, électeurs ou membres des bureaux, soient vaccinés. Si tel n'est pas le cas, eh bien, il n'y a pas plus de risque objectif à aller voter qu'à se rendre, par exemple, dans son supermarché où la file d'attente peut être plus longue. Dernière question, Jean-Pierre Camby. La peur des conditions sanitaires, une élection qui ne passionne pas les foules. Vous dites à l'instant qu'il n'y a pas plus de raison d'aller voter que d'aller au supermarché. Est-ce que vous avez peur quand même d'une probable très forte abstention ? Est-ce que ça poserait pas non plus un problème démocratique, cette abstention ? Naturellement, moins une élection est acquise avec une base, une assiette suffisante, plus elle est fragile. Mais j'observe par exemple que 7 Français sur 10 se sont abstenus pour le référendum sur le quinquennat, qui a été une révision constitutionnelle importante en septembre 2000. Il n'empêche que cette réforme s'est appliquée. Classiquement, pour ces élections régionales et départementales, le taux d'abstention est plus fort qu'il ne l'est pour les municipales ou pour les élections de députés ou naturellement pour l'élection présidentielle. Mais on peut aussi considérer que les Français, dans le contexte actuel, ont fortement envie de s'impliquer dans l'élection.
ce qui est évidemment souhaitable et même très souhaitable. Vous savez, un niveau d'abstention ne dépend jamais d'une condition sanitaire ou technique, il dépend exclusivement de l'envie qu'ont les électeurs de s'exprimer. Eh bien, c'est ce que nous verrons les 20 et 27 juin prochains pour ces élections départementales et régionales. Merci Jean-Pierre Camby d'avoir été avec nous pour ce 7-8 week-end. Et je rappelle que vous êtes professeur en droit constitutionnel associé à l'Université Versailles-Saint-Quentin Paris-Saclay. Après une semaine bien chargée, quoi de mieux aussi que de se détendre le week-end avec le confinement. Et comme chaque vendredi, Célia Guetsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous commençons avec une bonne nouvelle pour les nageurs de l'agglomération GPSEO. La piscine de Mignot à Poissy a rouvert ses portes depuis samedi 27 mars. Les habitués étaient ravis de retrouver le bassin extérieur. Le montage de Sandrine Fonteil. Je suis ravi, je me demande même si je sais encore nager tellement ça fait longtemps que je ne suis pas allé à la piscine. Premier plongeon depuis 6 mois, les habitués de la piscine de Mignot à Poissy retrouvent le bassin extérieur, considéré comme un équipement de plein air. Oui, ça fait beaucoup de bien, ouais. On est super content que ce soit rouvert. Ouais. Effectivement, j'attendais ça avec impatience, je checkais régulièrement le site et dès que j'ai vu que ça a été rouvert, hop, j'ai repris tout de suite la piscine. On ressent un énorme manque, les piscines sont pratiquement toutes fermées, enfin toutes celles qui n'ont pas de bassin extérieur, donc on n'attendait que ça. Très content, ça faisait depuis 6 mois que ça avait fermé et là ça fait du bien au mental. C'est entre 1h15 et 1h30 pour le plaisir. Ce sont seulement les nageurs de plus de 12 ans qui sont autorisés à venir. 3 créneaux horaires sont possibles, chacun pouvant accueillir 84 personnes maximum. On essaie de fluidifier aussi un petit peu l'arrivée des clients. C'est vrai que si on avait une ouverture publique de midi jusqu'à 18h30, la problématique qu'on avait, c'est peut-être un afflux de personnes entre midi et 14h et plus forcément grand monde en plein milieu d'après-midi. Et puisqu'on passe aussi en réservation recommandée, les personnes voient très bien le taux de remplissage qu'on peut avoir par créneau. Masque, désinfection des mains et quasi individuel obligatoire, fléchage et code couleur pour les entrées et sorties, douche savonnée avant d'aller dans l'eau. Un protocole sanitaire strict a été établi. Ce sont aussi 3 couloirs au lieu de 6 pour éviter les croisements. On essaie de tourner à peu près une vingtaine de personnes par ligne d'eau, sachant que c'est un bassin de 50 mètres, donc ça laisse beaucoup de place. À partir de mai, la jauge devrait être augmentée à 200 personnes maximum. La pataugeoire, quant à elle, rouvrira au mois de juin si les conditions sanitaires le permettent. Jusqu'au dimanche 25 avril, la Bergerie nationale de Rambouillet organise une chasse aux lapins virtuelle. Tous les jours à 16h sur leur page Facebook, vous pourrez visionner le portrait d'un acteur de la ferme qui raconte son travail. Le but pour les enfants, retrouver le lapin de Pâques caché dans la vidéo. Les explications de ce jeu dans l'Interview Express avec Frédéric Drieux, le responsable des animations à la Bergerie nationale. Pendant les 16 jours des vacances, à 16h, une nouvelle vidéo est postée sur le compte Facebook de la Bergerie qui présente un des acteurs de l'exploitation agricole, qu'il soit animateur ou dans la production, qui se présente entre 1 minute et 2 minutes. Et dans le décor qui lui est dédié, on retrouve le petit lapin voyageur de Cachet. L'idée de ces 16 vidéos, c'est de vraiment mettre en avant le projet de l'exploitation, qui est un projet orienté sur une agriculture très respectueuse de l'animal, le bien-être animal et de l'environnement, puisque ça s'appelle l'agroécologie. Donc, on a orienté les vidéos pour que chaque personne, finalement, va parler d'un élément. Un des collègues va plutôt parler du bien-être animal, un autre sur l'autonomie alimentaire, quelqu'un d'autre sur les circuits courts. Les témoignages sont déjà sympathiques, de voir qu'ils sont contents de voir que finalement la vie continue à la bergerie malgré tout. Finalement, les gens essayent d'être là le plus possible en direct, mais on est beaucoup suivis plutôt après. Finalement, les gens peuvent retrouver les vidéos, les Facebook Live ensuite, et c'est vraiment le point fort finalement de cette méthode virtuelle, c'est de pouvoir toucher des gens qu'on toucherait peut-être pas et qui profitent des vidéos ludiques et éducatives encore longtemps après.
Avec le confinement, nous cherchons des balades à faire à moins de 10 km et cela tombe bien puisque le domaine de Dampierre rouvre son parc. Les visiteurs auront accès aux 90 hectares de verdure. Avec Bichente Mérien Santisteban, nous nous sommes rendus au domaine. Regardez. Nous sommes au cœur du domaine de Dampierre en Yvelines. Le parc de 90 hectares a rouvert samedi 27 mars. Pour l'occasion, 25 000 bulbes ont été plantés dans le jardin anglais. Pascal Thévard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du domaine. Une nouvelle aire de jeu a été ouverte. De quoi est-elle composée ? Oui, pour agrémenter la visite du public, dans nos 90 hectares, il y avait le parc floral avec tous ces narcisses et ces jonquilles et ces tulipes qui ont été plantés, comme vous le disiez. Mais il y a également, au-delà, dans une zone humide, une aire de jeu naturelle qui a été réalisée à la demande en fait, du public. Depuis 2 ans maintenant que nous sommes ouverts, le public trouvait qu'il manquait des aires pour les enfants. Et donc nous avions installé des aires de pique-nique, mais au-delà, tout autour, eh bien, nous avons constitué avec des graminées un labyrinthe. Alors les graminées viennent d'être plantées, donc tout ça, ça va pousser. Au-delà, il y a des cabanes en osier qui ont été plantées, donc c'est vraiment des plantes de milieu humide, parce qu'on a voulu respecter le site. Nous sommes un site classé, donc on a essayé de trouver des éléments qui soient le plus naturels possible, et on a complété l'ensemble par un parcours en poutre de bois posé au sol, et puis des billes de bois sur lesquelles les enfants, alors, quand ils découvrent ça, ils s'amusent à sauter d'une bille à l'autre, et ça a l'impression de prendre de la hauteur et d'évoluer au milieu des arbres. Oui, c'est très sympa. Le jardin anglais aussi, lui, est ouvert. Là, on est mi-avril. Qu'est-ce qu'on peut voir? Alors là, mi-avril, on est à la fin des narcisses et des jonquilles. Les tulipes commencent depuis quelques jours à vraiment prendre toute leur ampleur. Et cette plantation de tulipes a été étudiée par nos jardiniers pour qu'on ait des fleurs jusqu'au 15 mai. Puisqu'on s'est dit, on va sortir de l'hiver qui déjà était morose, naturellement. Et puis ensuite, avec cet épisode de confinement, on s'est dit, il faut que le public qui trouve un attrait à venir découvrir et à avoir du plaisir à découvrir notre jardin. Et donc on a des tulipes qui vont continuer à fleurir au fur et à mesure des semaines pour aller jusqu'au 15 mai. Et après le 15 mai, eh bien après ce sont les feuilles aux arbres, ce sont les promenades ombragées qui prendront le relais. Vous aviez aussi des calèches, on pouvait visiter le domaine en calèche. Est-ce que c'est toujours possible ? Alors dans le cadre de l'application des règles sanitaires, nous avons maintenu dans un nombre limité les promenades de calèche. Par contre, nous avons arrêté l'exploitation des Rosalie et des golfettes, enfin des voiturettes électriques, parce qu'il fallait engager une procédure de désaffection. Alors les calèches, c'est plus facile à désaffecter. Les distances sociales sont mises puisqu'on a limité le nombre et du coup, elles tournent. Et c'est aussi là aussi un grand succès parce que je me suis dit, c'est peut-être pas évident d'ouvrir dans la période de confinement dans un rayon de 10 km et on a de forte demande pour découvrir. Alors là, on sort des jardins et là, on rentre dans le parc forestier. Alors, le parc forestier, c'est 400 hectares. On ne découvre pas l'ensemble des 400 hectares avec la calèche, mais on en découvre au moins une centaine supplémentaires. Donc, sans plus les 90 hectares de jardin, si vous passez une journée à Dampierre, vous découvrez 200 hectares de nature. En ce moment, les bébés sangliers sont en train de naître, les faons commencent à changer leurs robes. Enfin, voilà, des découvertes sans cesse dans la forêt comme dans les jardins. Justement, vous le disiez, avec le confinement, c'est limité à 10 km. Finalement, ce sont des visiteurs locaux qui viennent ici. Ils viennent redécouvrir peut-être ce jardin. Alors, la grande surprise pour nous, c'est qu'en fait, ils viennent redécouvrir pour certains, mais ils viennent surtout découvrir. C'est quelque chose qui m'a un peu surpris. Le jour de l'ouverture, il y a des gens qui sont venus nous voir en disant « On vient de Voisins-le-Bretonneux, on ne connaissait pas Dampierre ». Et ils l'ont eu parce qu'on a fait une pub dans un journal local et du coup ils ont vraiment découvert, ils ont dit mais on va parler de ce parc autour de nous parce que c'est à nos portes, c'est dans le rayon des 10 km et on ne connaît pas. Et donc pour nous en interne ça nous a permis de mener une réflexion et donc du coup on est en train de cibler notre public au sein de ce rayon de 10 km pour montrer aux gens. Dans les 10 km, on a quand même 500 000 habitants. On n'imaginait pas, vous avez le château de Vaux-Vicomte, ce château de Vaux-Vicomte reste fermé puisqu'il n'y a personne autour. Nous avons une agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines avec près de 500 000 habitants qui sont dans le rayon des 10 km. Et donc c'est pour nous l'occasion de ces rayons de 10 km eh bien, de valoriser, de créer de la notoriété de Dampierre et de faire une nouvelle activité pour des gens qui ne connaissaient pas. Très bien, et merci beaucoup Pascal Thévard d'avoir été notre invité. Merci. Et pour
pour finir cette page loisirs, je vous propose de partir ce week-end à la chasse aux œufs dans 2 lieux différents. D'abord au cœur du parc municipal de Trappes. Samedi 17 avril de 10h à 18h, la ville organise pour les enfants une grande chasse aux œufs de Pâques. Un jeu de piste grandeur nature d'environ 1 heure avec à la clé des œufs en chocolat. Et puis le château de Breteuil à Choiseul cachera lui aussi des œufs dans son parc dimanche 18 avril. Les enfants pourront entre 10h et 17h venir les trouver. Et le 7-8 week-end continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Le reste de l'actualité de la semaine, c'est Justine Brasier qui nous le résume en 78 secondes. Les lieux culturels sont dans l'attente d'une réponse définitive pour redémarrer la machine. Ce jeudi, le porte-parole du gouvernement a confirmé aux Échos une réouverture partielle à la mi-mai. Les musées pourraient être les premiers à rouvrir leurs portes. Se tester soi-même au Covid-19, c'est désormais possible. Depuis lundi, la vente des autotests est autorisée en pharmacie. L'arrêté du ministère a été publié dimanche au journal officiel. Plusieurs pharmacies yvelinoises ne sont pas encore approvisionnées. Les agriculteurs yvelinois n'ont pas été épargnés par le gel qui a touché l'ensemble du pays. Des températures négatives tardives qui ont causé de nombreux dégâts dans les exploitations. Un impact qui s'explique par un choc thermique. Après le reportage de complément d'enquête sur l'entreprise Atos révélant la présence de cancer du cerveau parmi le personnel, la mairie des Clés-sous-Bois a contacté l'ARS pour mesurer l'exposition aux ondes électromagnétiques dans la ville, des mesures qui se sont avérées en dessous des normes. La piscine de Mignot a rouvert à Poissy. Après presque 6 mois de fermeture, le bassin extérieur est de nouveau accessible. Protocole sanitaire oblige, une jauge maximale de nageurs et des créneaux ont été mis en place. Pour refermer ce 7-8 week-end, votre rendez-vous comme chaque semaine en partenariat avec les Surligneurs, ce collectif qui décrypte les déclarations des personnalités publiques et politiques. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des Surligneurs. L'association turco-européenne Miligorus a obtenu un permis de construire pour une école située à Albertville alors qu'elle a refusé de signer la nouvelle charte des principes pour l'islam de France. Le député Les Républicains, Guillaume Pelletier, demande alors au gouvernement de dissoudre cette association pour cette raison. On peut effectivement dissoudre une association, c'est prévu par le Code de la sécurité intérieure, mais c'est là que Guillaume Le Pelletier se trompe. On ne peut dissoudre que les associations liées à des actes de terrorisme ou qui incitent à la discrimination, à la haine, voire à la violence. C'est ce qui est arrivé au collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF, qui a été dissous fin 2020, ou à Génération Identitaire, plus récemment dissoute en mars 2021. À droite, cette idée n'est pas nouvelle. Déjà en 2017, François Fillon réclamait la dissolution de toute association qui se réclame du salafisme. Or, si on commence à dissoudre des associations pour motifs politiques ou idéologiques, on met le doigt dans un engrenage infernal. Un gouvernement de gauche pourrait ainsi dissoudre une association seulement parce qu'elle est trop à droite à son goût. Il est toujours facile de proposer dans l'émotion et l'indignation des mesures qui paraissent être de bon sens pour ses électeurs, mais un responsable politique ne doit jamais oublier qu'il ne fait pas des lois seulement pour son parti, mais aussi pour l'opposition qui demain pourrait être majoritaire et pourrait bien retourner sa loi contre lui. C'est déjà la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi et même confiné. Passez une excellente soirée et un excellent week-end.